Le soir où mon beau-frère Maxime s'est marié, je portais la mauvaise couleur. Ce n'était pas un accident, c'était un choix délibéré, le mien. J'avais opté pour de l'ivoire. Une coupe structurée, du sur-mesure, ce genre de luxe qui ne se remarque que par sa simplicité. Ma belle-mère Catherine avait passé 3 semaines à téléphoner à chaque femme de la liste des invités pour coordonner les teintes. Vieux rose pour les demoiselles d'honneur, vert sauge pour les cousines, champagne pour les tantes les plus âgées. Lorsqu'elle m'avait appelé, je lui avais simplement dit que je trouverais quelque chose d'approprié. Elle avait marqué un silence, juste assez long pour me signifier qu'elle percevait la distance dans ma voix, avant de répondre que c'était parfait, ma chérie, sur ce ton qu'elle réservait aux choses qu'elle avait déjà décidé de ne jamais pardonner. Je savais ce que je faisais, et elle aussi. Mon mari Julien ne l'a remarqué qu'une fois que nous étions dans la voiture, en train de quitter l'allée de notre maison de Saint-Cloud. Il m'a jeté un regard depuis le siège conducteur et m'a demandé si c'était vraiment ce que je comptais porter. J'ai tourné les yeux vers la fenêtre en répondant que oui. Il n'a pas insisté, il savait déjà qu'il valait mieux se taire. Mon nom n'est pas encore important, ce qui compte d'abord c'est ceci. J'étais mariée depuis 4 ans à un homme qui m'aimait comme on aime un tableau de maître, avec admiration, de loin, et surtout quand d'autres personnes regardaient. Mon mari, je l'appellerai ainsi car c'est ce qu'il était légalement sur le papier aux yeux de tous les invités de ce mariage, travaillait comme directeur de projet dans un cabinet d'architecture de taille moyenne près de l'Opéra à Paris. Il gagnait bien sa vie, pas une fortune, mais assez pour se sentir à l'aise et jouer son rôle de protecteur, ce qui était crucial pour lui d'une manière que je n'ai comprise que trop tard. Pour ma part, j'étais avocate d'affaires, en passe de devenir associée dans un grand cabinet du boulevard Haussmann. Le genre de métier qui impressionne lors des dîners en ville mais qui ressemble à une seconde hypothèque sur votre âme chaque matin. Je facturais plus d'heures en une semaine que la plupart des gens n'en travaillaient. Mon cabinet gérait des fusions, des acquisitions et des contrats à enjeux colossaux pour des entreprises dont tout le monde connaît le nom. J'étais douée, vraiment très douée. Quand j'ai rencontré Julien, il venait d'obtenir une promotion. Il était sûr de lui, drôle d'une manière discrète. Il m'ouvrait les portes, littéralement, et je pensais que cela en disait long sur sa noblesse de caractère. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans, nous nous sommes fiancés, puis mariés. Nous nous sommes installés dans une maison pour laquelle j'avais payé l'apport initial, mais que nous prétendions tous deux posséder à parts égales. Sa mère, que j'appellerai ma belle-mère bien que ce terme soit bien trop affectueux pour la relation que nous avions, avait des opinions tranchées sur moi dès le début. Elle n'était jamais bruyante, elle était trop élégante pour cela. Elle exprimait sa désapprobation par des omissions, oubliant de me mettre en copie des courriels familiaux ou évoquant l'ex-petite amie de Julien lors des fêtes avec un sourire mélancolique. Un jour, lors d'un repas de Noël, elle a regardé mes mains nues parce que j'avais retiré mes bagues pour faire la vaisselle et elle a dit à la cantonade que certaines femmes ne se sentaient tout simplement pas complètes sans bijoux. Puis elle a ri, tout le monde a ri, et Julien a resservi son verre de vin. Mais le mariage de Maxime était l'endroit qu'elle avait choisi pour cesser d'être subtile. Maxime épousait Chloé, une femme que j'appréciais sincèrement. Elle était chaleureuse, directe, avec un rire qui remplissait les pièces. Je les avais aidés à négocier le contrat de location du domaine à titre gracieux, leur faisant économiser près de 7 000 € en clause de pénalité. Elle m'avait remercié 3 fois, m'avait envoyé des fleurs au bureau. Elle était la seule personne dans cette famille qui me faisait sentir que j'en faisais partie. La réception se déroulait dans un domaine historique restauré à environ 40 minutes de la capitale, le genre d'endroit avec du lierre sur les murs de pierre, un grand escalier et un personnel qui s'exprime à voix basse. Julien et moi sommes arrivés 20 minutes avant la cérémonie. J'avais été en déposition jusqu'à 18 h la veille et debout dès 5 h du matin pour terminer un avenant au contrat. J'étais fatiguée de cette fatigue sourde qui s'installe derrière les yeux. Nous nous sommes présentés à la table d'accueil. 2 jeunes femmes en vestes assorties distribuaient les programmes. L'une d'elles a consulté la liste, m'a regardé, a vérifié à nouveau, puis a souri en disant que la cérémonie se tenait juste derrière ces portes sans nous indiquer nos places. À l'intérieur, les chaises étaient disposées en rangées courbes face à une arche fleurie. Un huissier,
un ami de Maxime, nous a conduits à mi-chemin de l'allée avant de désigner vaguement le côté gauche en précisant que les familles s'installaient par là. Nous nous sommes assis. La cérémonie était magnifique, j'ai versé quelques larmes, ce qui m'a surprise. Chloé est entrée au bras de son père, rayonnante, de cette façon particulière qu'ont les gens lorsqu'ils sont exactement là où ils veulent être. Le visage de mon beau-frère a exprimé une émotion que je n'avais jamais vue sur celui de Julien. J'ai rangé cette observation dans un coin de mon esprit et j'ai continué à sourire. C'est à la réception que tout a commencé. La salle était organisée avec des tables rondes de 8 personnes. Nous avons trouvé nos cartons à l'entrée. Celui de Julien indiquait la table 3, le mien la table 11. Je suis restée là avec un carton dans chaque main. Julien a regardé le sien, puis le mien, et a suggéré qu'il s'agissait probablement d'une erreur. J'ai répondu que c'était probable. Nous sommes allés trouver Catherine. Elle se tenait près du bar avec un verre de blanc et 3 de ses sœurs, riant de bon cœur. Quand elle nous a vus approcher, son expression a fait ce qu'elle faisait toujours, un bref recadrage, comme un appareil photo faisant la mise au point sur un sujet inattendu. Puis son sourire s'est figé, large et chaleureux, mais totalement simulé. Elle nous a demandé si tout n'était pas absolument superbe. Julien lui a montré les 2 cartons en expliquant la situation avec le ton d'un homme qui croit à une erreur administrative et qui ne veut embarrasser personne. Il a été très prudent, utilisant le mot confusion par 2 fois. Catherine a penché la tête en émettant un son de sympathie, expliquant à son fils qu'il n'y avait pas de confusion, mais qu'ils avaient simplement manqué de place aux tables familiales. Elle a ajouté que tout le monde était venu avec un invité et que les tables s'étaient remplies vite, avant de me jeter un bref regard en précisant que la table 11 était charmante, juste à côté des fenêtres. Julien a commencé à dire quelque chose mais elle se tournait déjà vers ses sœurs. J'ai mis les 2 cartons dans mon sac à main, j'ai dit que je revenais tout de suite et je suis allée aux toilettes. Je me suis enfermée dans une cabine pendant environ 90 secondes sans rien faire. Puis j'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un message à Clara, mon assistante qui travaillait avec moi depuis 6 ans et en qui j'avais une confiance absolue. Je lui ai demandé de sortir le contrat du domaine du dossier Henderson et de me l'envoyer sur mon mail personnel. Elle a répondu en 4 minutes que c'était fait et m'a demandé si j'allais bien. J'ai répondu que j'y travaillais. Je me suis lavé les mains, j'ai regardé mon reflet. Je portais de l'ivoire, je savais ce que je faisais. Je suis retournée à la réception. La table 3 était celle de la famille proche. Les parents de Julien, ses grands-parents maternels, sa tante et son oncle venus de Nice. Son cousin et une femme que j'appellerai la collègue de mon mari car c'était le terme que ma belle-mère avait utilisé 6 mois plus tôt quand j'avais demandé pourquoi elle apparaissait sans cesse sur les photos Instagram de leur cabinet. Catherine m'avait assuré qu'elle n'était qu'une collègue et qu'ils travaillaient en étroite collaboration. Cette collègue était assise à ce qui aurait dû être ma place. Elle portait une robe vert sauge, la couleur coordonnée, la couleur assignée. Elle riait à une plaisanterie de mon beau-père et sa main était posée sur le dossier de la chaise de Julien, tout près de lui, de cette façon qu'on a de toucher ce qu'on considère déjà comme sien. J'ai observé cela pendant 10 secondes puis je suis allée trouver Maxime. Il était près du bar avec Chloé. En voyant mon visage, il s'est immédiatement excusé auprès de ses amis pour venir me voir. J'ai exposé les faits calmement, en avocate. Son visage a traversé 4 expressions différentes en 8 secondes. Il a voulu intervenir tout de suite mais j'ai posé ma main sur son bras en le suppliant de ne rien faire, de ne pas laisser sa mère gâcher aussi son mariage. Il m'a dit qu'il était désolé, j'ai répondu que je le savais et je lui ai dit d'aller danser avec sa femme. Je me suis installée à la table 11, j'ai fait connaissance avec les autres invités, des collègues de Chloé très sympathiques. J'ai bu un verre de vin, mangé le saumon et ri au bon moment. Je suis restée exactement 1h40 après le service du dîner. Puis j'ai trouvé Julien qui n'avait pas quitté la table 3 une seule fois. Je l'avais observé de loin, il riait, il n'était pas venu me voir. Je lui ai touché l'épaule et je lui ai glissé à l'oreille que je rentrais, qu'il devait rester et profiter de sa soirée. Il a voulu protester mais j'ai insisté avec une fermeté qui n'avait rien de généreux. J'ai embrassé Chloé en lui disant qu'elle était lumineuse.
Elle m'a serré les mains en me disant que je ne méritais pas cette soirée. J'ai répondu que c'était le cas de beaucoup d'autres nuits. Elle a commencé à pleurer, je lui ai dit de ne pas gâcher son maquillage. J'ai conduit seule sur l'autoroute déserte sans radio. À la maison, je me suis installée à la table de la cuisine avec mon ordinateur et le contrat envoyé par Clara. Je l'ai lu avec la même attention que je consacre à mes dossiers depuis 9 ans. Puis j'ai ouvert un document vierge. Julien est rentré à minuit, il m'a demandé ce que je faisais et j'ai répondu que je travaillais. Il s'est assis en face de moi pour parler de la soirée, admettant que sa mère n'aurait pas dû agir ainsi et qu'il aurait dû dire quelque chose. Je l'ai regardé vraiment et j'ai confirmé qu'il aurait dû le faire depuis longtemps. Il a dormi dans la chambre d'amis cette nuit-là. Je ne sais pas s'il l'a choisi ou s'il a compris que la décision était prise pour lui. Je n'ai pas dormi. À la place, j'ai réfléchi à ces 4 années de mariage, aux petits détails qui, avec le recul, devenaient des évidences. La façon dont il parlait de mon salaire comme de ton revenu alors qu'il appelait le sien ce que je rapporte à la maison. Le fait qu'il n'ait jamais assisté à un seul de mes événements professionnels alors qu'il exigeait ma présence à chaque cocktail de son cabinet. La façon dont sa mère appelait sur notre ligne fixe et demandait si son fils était là, sans même me saluer. J'ai pensé à la collègue et au temps que je m'étais accordé pour croire à ce mot. Au matin, j'ai appelé ma mère qui est une femme d'une efficacité redoutable. Elle ne m'a pas demandé d'explication, elle m'a simplement demandé ce dont j'avais besoin. J'ai demandé une recommandation pour un avocat en droit de la famille. Elle m'a donné le nom de Maître Lefebvre. J'ai appelé ce cabinet le matin même. Nous avons parlé 1 heure. Cette semaine-là, j'ai fait 3 choses. D'abord, j'ai eu une conversation avec Julien, pas une dispute, j'étais trop fatiguée pour cela. Je lui ai dit que nous savions tous deux ce qui se passait. Il a tenté de se justifier en parlant de ma distance et du fait que sa collègue comprenait son monde mieux que moi. Je l'ai remercié pour sa franchise et je lui ai demandé de partir s'installer chez ses parents pour la semaine. Il est parti le soir même. Ensuite, j'ai appelé mon associé principal pour demander des horaires aménagés pendant 3 semaines. Il a accepté immédiatement car je venais de faire signer le plus gros client de l'histoire du cabinet. Enfin, et c'est ce qui m'a coûté le plus, j'ai appelé Chloé. Je lui ai dit ce que j'avais confirmé et ce que je comptais faire. Elle m'a avoué que Maxime n'était pas au courant pour le plan de table avant d'arriver et que sa belle-mère allait perdre la tête. Elle en a ri et j'ai ri avec elle. La procédure de divorce a duré 7 mois. Catherine a tenté de s'inviter à une médiation et a dû être expulsée par le médiateur. Julien avait un avocat correct mais sans plus. Nous n'avions pas d'enfants. J'ai racheté sa part de la maison et il a emménagé dans un appartement près de l'opéra, plus proche de son bureau et sans doute de sa collègue. Un jour, Julien m'a appelé directement pour me dire qu'il regrettait la tournure des événements. Je lui ai dit que je le croyais mais que j'espérais que sa nouvelle vie en valait la peine, sinon tout ce gâchis n'aurait aucun sens. Il n'a pas répondu. J'ai reçu une lettre de 3 pages de ma belle-mère m'accusant de n'avoir jamais fait d'efforts pour la famille et plaçant ma carrière avant tout. À la fin, elle précisait que la décision du plan de table était la sienne seule et que Maxime n'y était pour rien. J'ai classé cette lettre dans un dossier pour les choses dont je ne sais pas encore quoi faire. Le divorce a été finalisé un mardi de novembre. Je suis allée prendre un café, j'ai regardé les gens passer pendant 15 minutes puis je suis retournée travailler. Je vis toujours dans la maison de Saint-Cloud avec de nouveaux meubles que j'ai choisis moi-même. J'ai découvert que j'aimais le silence le matin et que je ne me réveillais plus tendue. Chloé et moi dînons ensemble régulièrement, elle est le plus beau cadeau que ce mariage m'ait laissé. Elle m'a envoyé un petit cactus récemment avec un mot disant qu'on peut s'épanouir sans beaucoup d'eau. Le matin du mariage, je m'étais regardée longtemps dans le miroir avec cette robe ivoire. Je savais ce que cette couleur signifiait dans ce contexte. Je l'ai portée quand même. Je me disais que c'était un acte de défiance, un refus d'être coordonné ou géré par une autre. C'était la première chose honnête que je faisais depuis longtemps. Je ne savais pas que j'étais si proche de la fin, mais une partie de moi le sentait car sous l'épuisement, je ressentais quelque chose que j'ai mis du temps à identifier correctement, un immense soulagement.
Cette histoire nous plonge dans la réalité souvent glaciale des relations familiales toxiques et des mariages qui ne sont que des façades sociales. Ce qui est fascinant ici, ce n'est pas seulement l'acte de rébellion de porter de l'ivoire à un mariage, mais la prise de conscience brutale d'une femme qui réalise que sa valeur ne dépend pas de l'approbation d'une belle-mère manipulatrice ou d'un mari passif. Le divorce est souvent perçu comme un échec, mais dans ce récit, il est présenté comme une libération nécessaire, une manière de reprendre possession de son propre espace, tant physique que mental. La dynamique entre l'avocate brillante et son mari qui se sent diminué par son succès est un thème très contemporain. On voit bien comment le silence et l'indifférence peuvent être plus destructeurs que de grandes disputes. La fin du récit avec le cactus et le nouveau mobilier symbolise parfaitement cette reconstruction personnelle où l'on choisit enfin pour soi-même. Et vous, qu'en pensez-vous? Auriez-vous eu le courage de porter cette robe ivoire pour marquer votre territoire ou auriez-vous préféré garder le silence jusqu'au bout? Avez-vous déjà vécu une situation où vous vous sentiez comme un étranger au sein de votre propre belle famille? Partagez vos expériences dans les commentaires, cela m'intéresse beaucoup de vous lire.